Est-ce qu'il y a possibilité d'aller à la... Oui, pour les appeler un petit peu à venir, autrement dit. Oui, les appels. Alors, c'est cette dernière session qui va porter sur l'infectiologie respiratoire. Tout d'abord, je suis très heureux de commodérer avec mes amis cette dernière session. Je remercie le bureau de la SMMR de m'avoir honoré pour cette invitation et cette modération. Et on commence tout de suite en appelant le professeur Abdelaziz Bakhatar pour nous parler d'un sujet d'actualité très important. La PID du post-Covid. Nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Chère assistance, c'est un grand honneur pour moi de vous parler de la fibrose post-Covid. Je remercie le comité de la SMMR qui m'a fait confiance pour traiter ce sujet, fort intéressant. Et en premier, notre président, le professeur Afif. Quand on m'a confié cette tâche, j'ai essayé de faire de mon mieux. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est récent. On n'a pas encore de cas colligés dans le monde. Et c'est un peu difficile d'aborder des choses comme ça, parce que, comme vous le savez, avec Covid, on est toujours en train d'apprendre avec cette maladie évolutive. Alors, voilà le plan que je vais essayer de suivre. La fibrose pulmonaire post-Covid, je vais me poser la question d'abord, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est une entité à part? Je vais voir, est-ce qu'il y a des chiffres épidémiologiques? Un mot sur la physiopathologie et les facteurs de risque. Est-ce qu'il y a un phénotype particulier pour pouvoir développer cette maladie? Ensuite, on va voir les manifestations cliniques et les facteurs prédictifs qui permettent de dire, voilà, ce patient-là, il a un risque de faire un Covid. L'apport de la radiologie, notamment la TDM, l'apport de l'exploration fonctionnelle respiratoire, et notamment, je vais insister sur les données de la DLCO, et les traitements médicamenteux et non médicamenteux, et enfin, on va conclure. Alors, pour la première fois, on voit les patients qui rentrent en pneumo et avec leur saturomètre. Tout à l'heure, on a parlé des dédimères. Donc, on a vécu la période de Covid. Les patients rentrent en consultation avec un bilan qui comprend NFS, VSRP, dédimère. Et en plus, ils ont un saturomètre dans leur doigt. Et ils te disent, docteur, je viens de l'acheter. Et il y en a même des gens qui ont acheté leur thermomètre aussi. Et on a compris que cette maladie, qui touche essentiellement les poumons et le cœur. C'est une maladie, malheureusement, qui était mortelle. Il y a pas mal de décès. Et le plus souvent, c'était par insuffisance respiratoire, ou des malades sous oxygène, des malades ventilés, des malades sous assistance respiratoire. Et vous en avez vécu pas mal avec avec cette pathologie. Alors, bien sûr, il y a l'atteinte des autres organes, mais l'atteinte pulmonaire, elle est primordiale. Alors, sur le plan anatomopathologique, sur le plan histologique aussi, on avait une atteinte pulmonaire, mais il y a aussi une atteinte vasculaire, notamment par les thromboses. C'est une maladie qui a fait beaucoup d'embolies, on en a parlé tout à l'heure. C'est une maladie aussi où on a remarqué qu'il y a une atteinte même diaphragmatique. Et sur les premières autopsies qu'on a fait, on a essayé de voir la phase inflammatoire, mais par la suite, je n'ai pas d'autopsie à vous montrer, bien sûr, sur les atteintes fibrosiques, mais on va essayer de suivre l'évolution de cette maladie. Alors, là, il n'y a pas de coordination entre l'ordinateur, mais parfois je suis obligé de voir ça. Et là, on a essayé de voir des symptômes qui persistent, c'est des malades qui ont résiduel. Et vous avez vu qu'avec nous, cette période où on parlait essentiellement de Covid long, on parlait aussi de séquelles de Covid. Et les premiers signes qui viennent de sortir dans cette étude, à 3 mois, des symptômes qui sont résiduels, comme vous le voyez, la fatigue, la dyspnée et l'oppression thoracique et la toux qui concerne le poumon,
les palpitations, tachycardie au repos qui concernent le cœur, des céphalées, des douleurs articulaires, et donc qui ont le plus souvent été mis parfois même sur le plan psychique et du traumatisme psychique de la maladie. Donc la seule chose qui attire l'attention vers le poumon, c'est le fait que des malades commencent à avoir une dyspnée et encore une fois, il vient avec une désaturation à la consultation. Donc on s'est dit, il se passe quelque chose. Alors le premier papier qui est apparu, c'est celui-là qu'on a entre les yeux, c'était en 2022 et ce papier a essayé de voir le post-coronavirus avec la fibrose pulmonaire. D'abord, il se pose la question, qu'est-ce que c'est que cette fibrose? Comment on peut la diagnostiquer et l'évolution aussi de cette fibrose. Alors, la fibrose post-Covid, on a des images radiologiques qu'on va voir tout à l'heure, entre 20 à 70%, qui correspond du verre dépoli jusqu'à les autres lésions qu'on va décrire. Et l'évolution des patients, il se fait de ce verre dépoli vers ce qu'on appelle des changements fibrotiques ou fibrotiques-like, dont on va parler, et qui sont induits par le Covid, et qui ont les caractéristiques radiologiques telles qu'on va les décrire, la distension architecturelle, une bronchectasie, et notamment une bronchectasie de traction, des lésions parenchymateuses en bande, des réticulations en rayon de miel, et notamment ces lésions se voient essentiellement au niveau du scanner, et le siège, c'est au niveau des mêmes territoires par rapport aux antécédents du patient, c'est-à-dire par rapport aux lésions préexistantes chez le patient. Alors voilà, toujours d'après ce papier que je viens de vous montrer, il y a ici à peu près 4 études rétrospectives et 6 études prospectives donc, qui émanent du monde et qui ont essayé d'évaluer la prévalence de ou l'incidence de cette maladie sur plusieurs études. La particularité de cette incidence, c'est qu'elle est variable. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est entre 20 et 70% de lésions, mais la survenue de fibrose, que ce soit à 3 mois, à 6 mois, voire à 12 mois, il est variable dans le temps et en fonction même dans les séries. On commence à voir par exemple la dernière série sur 6 mois, c'était 44% à 58, si je ne me trompe pas, et sur les derniers mois, 44 à 52. Donc parfois on voit le nombre de fibroses qui augmente, parfois c'est dans la même série, le nombre de fibrose qui diminue. Donc il y a des lésions qui continuent à évoluer sur leur propre compte au stade de fibrose, d'autres qui régressent et qui n'arrivent pas au stade de fibrose. Alors sur cette étude aussi, ils ont essayé de donner un pourcentage de lésions. Alors ce que vous avez comme GGO, c'est le verre dépoli, ça c'est Mme Khattabi qui a parlé. Au niveau de la mosaïque, et que je remercie Mme Khattabi, m'a facilité la tâche ce matin. Donc l'aspect en mosaïque, c'était dans 39% des cas, et l'aspect fibrotique-like, on n'a pas osé dire c'est une lésion fibrotique, mais ça ressemble à la fibrose, c'était dans 24%. Alors, l'essentiel dans cette étude, c'était qu'à 3 mois, et là, je me permets de répondre à Mme Zahraoui, il a posé la question ce matin, à partir de quel moment, quand le verre dépoli il est là, on commence à s'inquiéter en matière de post-Covid. Donc c'est à partir de 3 mois. Et bien sûr, on ne prend pas que les données scanographiques seules, ça a été dit par Mme Khattabi aussi, on parle aussi des données scanographiques, des données aussi de la DLCO. Donc quand on a des images radiologiques évolutives, quand on a une DLCO qui baisse, donc il faut dire que c'est un cas à discuter et à discuter en staff multidisciplinaire pour pouvoir proposer un traitement. Alors, quels sont les facteurs de risque? Le sexe masculin, c'est en premier, le sujet âgé, le tabagique, le fait qu'il y a l'alcool, les comorbidités, et on ajoute à ça l'usage ou le patient qui a bénéficié d'une oxygénothérapie en hospitalisation durant la période aiguë, ou bien l'usage de la ventilation non invasive, des patients qui ont un tableau sévère au début qui a nécessité même une intubation et ventilation assistée. Sur le plan biologique, les facteurs de risque, c'est essentiellement l'élévation de l'interleukine 6, les globules blancs qui restent élevés, les lymphocytes, les neutrophiles et les eosinophiles, et aussi quand on a une CRP avec une LDH et des dimères qui restent élevés, et bien sûr en absence d'embolie pulmonaire à longue escale.
il y a aussi la BNP et la procalcitonie. Et sur le plan radiologique, c'est l'extension des lésions à d'autres territoires qui n'étaient pas au début atteints et avec d'autres lésions qu'on va essayer de voir et de décrire. Alors, sur le suivi sur 3 mois, voilà ce qui se ressort sur cette étude, c'est que quand la DLCO est inférieure à 80%, quand il y a un trouble ventilatoire obstructif et quand le patient désature au test de marche, c'est un facteur prédictif de sévérité et donc d'évolutivité possible vers la fibrose. Lorsque les lésions au niveau de la TDM supérieures à 10%, qu'on retrouve dans 55% des cas d'après cette étude, et surtout le verre dépoli, il est toujours là, mais ce qui inquiète, c'est l'apparition de ces lésions réticulaires qu'on voit ici sur 65% des cas. Et dans 12% d'après cette étude, le scanner, il a évolué, donc était normal à 3 mois. Voilà les facteurs de risque sur cette étude à 3 mois. Encore une fois, l'âge, le sexe masculin, la survenue d'une dyspnée, le fait d'être hospitalisé plusieurs jours, le recours à l'oxygène, la durée de traitement à l'oxygène qui est long, et la ventilation assistée, avec même la durée de recours à la ventilation assistée. Encore une fois, la première des choses à vérifier, d'après aussi cette étude sur 210 patients, c'est de s'intéresser surtout à la DLCO. Au niveau, c'est un facteur vraiment prédictif quand il commence à baisser et quand il n'y a pas une autre étiologie qui peut expliquer cette baisse. Donc là, il faut tirer la sonnette d'alarme et dire peut-être le patient évolue vers la fibrose. Alors, une étude sur le plan radiologique, l'aspect radiologique au bout de 4 mois, et là, on voit tous les lésions, donc l'aspect en mosaïque, le verre dépoli, les opacités linéaires, les réticulations, le rayon de miel, les bronchiectasies de traction, les distorsions et même des pneumatocèles. Et donc, vous avez à votre droite ces aspects radiologiques. Je ne veux pas m'attarder à les expliquer. Ce matin, on a eu un cours extraordinaire avec le Dr Khtabi qui nous a tout expliqué. Alors, là aussi, c'est pour vous montrer l'évolution des lésions au cours donc, de ce Covid. Donc, on a de tout. On a les pneumonies, les bronchiectasies de traction, les lésions parenchymateuses et le rayon de miel et les opacités ou les épaississements pleuraux, notamment sur D et E. Alors, les symptômes à 6 mois. Donc, à 6 mois, ce qui ressort d'après cette étude, c'est que 3 éléments sont très importants dans le suivi. L'exploration fonctionnelle respiratoire, avec notamment après un questionnaire clinique biologique et test de marche de 6 minutes, et notamment la TDM thoracique qui est très importante dans le suivi, qui peut montrer des lésions évolutives. Toujours donc, d'après cette étude, donc on retrouve les mêmes facteurs associés à la prise de corticoïdes, de la prise des malades chez qui on a utilisé des antivirales, ont aussi un facteur de risque, de mauvais pronostic. L'hospitalisation et l'admission à l'hôpital, et notamment quand il y a plusieurs jours d'oxygène et le recours à la ventilation non invasive. Voilà le score aussi de la dyspnée. Et là, d'après cette étude, on a essayé de comparer 3 populations, le scale 3, 4 et 5 et 6. Le premier, c'est des patients qui n'ont pas nécessité d'oxygène. Le scale 4, c'est des patients qui ont nécessité de l'oxygène. Et 5 et 6 qui ont nécessité et l'oxygène et la ventilation invasive. Et donc, d'après les 2 questionnaires qui ont été utilisés, il n'y a pas de différence significative par rapport aux 3 stades pour pouvoir dire tout simplement que ce n'est pas simplement les malades sévères qui vont faire de la fibrose. Il y a aussi les malades modérés qui peuvent aussi faire de la fibrose, qui n'ont même pas nécessité de l'oxygène, et donc les lésions peuvent évoluer aussi vers la fibrose. Bien sûr, il y a le facteur aussi anxieux qui a été bien corrélé à l'évolution vers la fibrose. Donc, c'est des malades qui ont beaucoup souffert avec des douleurs thoraciques, avec des problèmes de mobilité au cours de la maladie. Alors, qu'en est-il de l'exploration fonctionnelle respiratoire? Sur 6 mois, on trouve un trouble ventilatoire restrictif dans 10 à 35% des cas et du trouble de la diffusion de la DLCO dans 22 à 56% des cas, d'après cette étude. Donc, encore une fois, la DLCO, il y a une très bonne corrélation entre la baisse de la DLCO et la sévérité à l'état initial, et donc comme facteur prédictif pour l'évolution vers la fibrose.
La TDM à 6 mois, on a des lésions dans plus de 50% des cas, avec l'extension, notamment le verre dépoli, qui était corrélé à la gravité initiale de la maladie. On va voir ça sur des... Et donc, le suivi des patients guéris d'une pneumonie associée démontre que la réduction significative de la DLCO et des signes fibrotiques au scanner ont retenti sur l'incidence de cette maladie. Et d'après cette étude, ils ont essayé de calculer le taux d'incidence. Il est estimé à 2 à 6% sur une maladie modérée. Et la prévalence, c'est 10 à 30 patients pour 10 000 habitants, soit 30 fois plus que la fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, voilà un cas que j'ai vu ce jeudi. C'est une patiente de 41 ans que j'aimerais bien partager avec vous. Mariée, 2 enfants, non vaccinée par le vaccin du Covid, et qui a fait en décembre 2021, il a fait un Covid-19 sévère. Sévère entre parenthèses parce qu'il a été traité seulement à la maison, il n'a pas été hospitalisé, il n'a pas eu de recours à l'oxygène. Il avait surtout des symptômes à type de myalgie, arthralgie sévère, et puis il consulte maintenant avec Into, avec un score de MRC à 2, asthénie, dyspnée et sifflement thoracique. Alors, le bilan sanguin n'a jamais été fait, et cette patiente, il est allé voir en premier les internistes. Alors, voilà sa radio en 2021, qu'on a ici, et qui a été un très bel... Et en 2021 aussi, vous voyez que j'ai cherché le scanner. Vous voyez des petites lésions ici, et encore des lésions en verre dépoli en basal droit. Je ne sais pas si ça va marcher la vidéo, donc si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. C'est pour vous dire que, tout simplement, pour pouvoir avoir le scanner de 2021, j'ai appelé le radiologue, il m'a envoyé, j'espère que ça avance. Voilà, il m'a envoyé le lien sur Internet, et sur le lien avec le code, j'ai pu moi-même, sur soit iPhone, sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur, je peux rentrer, je peux voir les détails du scanner, je peux prendre les photos que je veux. Malheureusement, ça ne marche pas directement maintenant sur l'écran, mais là, je peux modifier le scanner, je peux prendre tout ce que... Et maintenant, je pense que le message que je voulais faire passer, c'est qu'on ne doit plus prendre de CD, ni de photos directement, le lien, et on a le scanner et on peut le discuter entre nous. Alors, voilà l'exploration de cette patiente. Il a une CV forcée à 73%, le VMS 75, VMS sur CV forcé à 102. Et comme on a appris hier, le score, Z-score, vous voyez les flèches, les étoiles qu'il a expliqué le professeur Ftouh, ils sont décalés en bas. Ça veut dire que la CV forcée, le VMS et la CV forcée, encore une fois, là, ils sont ABC. Et donc là, ce Z-score, comme on a dit hier, il suffit de l'installer aussi dans votre ordinateur, c'est gratuit, vous le demandez au prestataire de service, et c'est quelque chose qui est devenu indispensable dans l'interprétation de l'exploration de fonction respiratoire. Alors, je dois avancer. Alors voilà le scanner de cette dame, ça en 2021, les lésions qu'on a vues en 2021, et maintenant voilà, il est venu avec un scanner avec des lésions que je qualifie de fibrose-like, des lésions de condensation alvéolaire qui siègent presque là où il y avait les lésions de Covid, parce qu'il y a un scanner qui a été fait après celui-là et dont je n'ai pas les clichés. Voilà les formes sévères fibrosantes. Là, je vais passer rapidement pour pouvoir vous dire que la fibrose, il survient généralement 12 semaines, voire 3 mois. Et ce cas-là, il a été discuté dans un staff multidisciplinaire. Et regardez, dès qu'il y a une baisse de la DLCO, une baisse de test de marche de 6 minutes, là, cette patiente a été discutée au staff et ils ont indiqué un traitement antifibrotique. Là encore, je passe rapidement, c'est des lésions, il ne reste pas le temps. Là, c'est pour pouvoir vous dire qu'on ne peut pas prédire l'évolution chez les malades, et notamment, il y a des lésions variables d'un sujet à l'autre et qui évoluent à leur propre compte. Donc, il y a des malades qui évoluent vers la fibrose, d'autres qui ne évoluent pas. Voilà une étude sur le verre dépoli ici, et vous voyez que j'ai appelé ça un aspect panaché. Donc, on ne peut pas prédire quel malade va faire la fibrose. Voilà, toujours c'est la même conclusion. D'autres lésions où on voit le verre dépoli, et donc à différentes phases, et l'évolution vers
la fibrose. Voilà un autre patient avec l'évolution aussi vers la fibrose, donc à différents stades. Qu'en est-il du traitement? Il me reste 2 diapos. Alors, pour le traitement de la fibrose, vous voyez que vous avez tout devant vous. Donc, on a parlé de la nintadénib, on a parlé de la pirfénidone. Alors, et tous les essais que vous avez devant vous, c'est des essais. Donc, le plus souvent, c'est la Chine, c'est les États-Unis, donc les pays qui ont les moyens. Et là, vous voyez qu'il y a même des études qui sont à la phase 4, d'autres à la phase 3 et d'autres à la phase 2. Et j'ai cherché s'il y a des études qui ont été terminées pour pouvoir donc avoir une, si vous voulez, une conclusion sur le traitement. Il n'y en a pas. La seule chose qui sort sur le traitement, voilà d'autres études qui sont en cours à notre droite, c'est que tout traitement relève encore une fois d'une concertation multidisciplinaire. En conclusion, la prévalence de cette maladie, elle est rare. Malheureusement, nous, on n'a pas pu pouvoir corriger beaucoup de cas. La plupart des cas que j'ai vus, c'est des malades qui avaient une fibrose et qui venaient pour une exacerbation et qui essayaient de dire c'est à cause de Covid, c'est à cause du vaccin. Mais rarement, personnellement, je n'ai pas vu beaucoup de cas. Peut-être le cas qu'on vient de voir, si je continue les investigations, on peut pouvoir la rattacher à la fibrose. La fibrose peut se développer notamment au bout de 3 mois. C'est la date ultime où il faut faire un bilan. Et dès que ce bilan est anormal, on doit on doit discuter le cas dans un staff multidisciplinaire pour pouvoir donc proposer une thérapeutique avant qu'il soit trop tard. Le diagnostic, il est clinique, il est basé essentiellement sur la TDM et sur la DLCO. Le traitement, comme on l'a vu, il y a beaucoup d'essais cliniques, mais qui sont toujours en cours. Et je ne cesserai pas de dire que tout traitement doit passer par une concertation multidisciplinaire. Et je vous remercie. Merci, mon ami, pour cette excellente présentation. Et je vous demande s'il y a des questions à poser au professeur Bakhatar concernant cette présentation sur le Covid, fibrose post-Covid. Oui, c'est docteur Hanafi. Merci bien, M. Bakhatar. Ma question, est-ce qu'il y a une relation entre l'état immunologique du patient et l'évolution de la Covid? L'état immunologique, les IgG, les IgM au départ. Je n'ai pas trouvé d'études qui se sont intéressées à ça. Il y a aussi le fait, est-ce que le patient il est vacciné ou non vacciné? Je pense qu'il y a une diapo qui a sauté la dernière, avant de conclure, pour dire que les gens qui sont vaccinés, au moins, pour dire quelque chose de positif sur la vaccination, c'est que les patients vaccinés, rarement, ils évoluent vers le Covid long, et rarement, ils peuvent faire de la fibrose. Et ça reste encore à vérifier parce que les études que je viens de montrer, c'était en 2022, et donc on n'avait pas assez de recul pour pouvoir dire est-ce qu'effectivement il y a une différence entre la population vaccinée et non vaccinée. Maintenant, l'état immunologique, oui. Le fait que ce soit le sexe masculin, le sujet âgé, les comorbidités et tout ça. Donc il y a quelque chose d'immunitaire, mais on n'arrive pas à le déterminer exactement sur le plan biologique. Siba Khatar, une question s'il vous plaît. Oui. Le cas que vous avez présenté, est-ce que c'est réellement des lésions fibrotiques? Parce qu'on a l'impression que des lésions de condensation plutôt alvéolaires. Et deuxièmement, puisque les premières radios, c'était des premiers scanners, les scanners post-Covid immédiatement étaient presque normaux. Est-ce que ce ne sont pas des lésions nouvelles qui sont apparues, qui n'ont rien à voir avec le post-Covid? Alors la dame, elle est en bon état général. Le premier scanner qui a été fait, il n'y avait pas beaucoup de lésions. Il a fait un deuxième scanner dont il m'a parlé, qui est bien corrélé aux lésions, c'est-à-dire c'est superposé aux lésions qu'on a sur ce scanner. C'est des lésions de condensation. Et comme c'est une patiente que je viens de voir jeudi matin, je ne peux pas vous dire plus. Je vais compléter par la DLCO, je vais compléter par le test de marche de 6 minutes et je dois revenir à un staff pour pouvoir dire si je peux retenir fibrose ou pas. Mais vous avez tout à fait raison de soulever la question. Peut-être ce n'est pas du Covid. La seule chose qui me fait dire que c'est des séquelles plutôt de Covid, c'est le fait qu'il soit superposé sur les mêmes lésions préexistantes.
Merci. Moi, je pense que des fois, les situations sont très délicates. Première des choses, on avait affaire à des gens qui n'avaient pas de scanner de départ. On n'avait que le scanner de l'infection Covid. Mais les lésions qu'on voyait sur le scanner de départ ne sont pas forcément liées à Covid. Des fois, il faut bien les interpréter. Et la deuxième chose, on a eu pas mal de personnes qui ont fait des Covid, qui avaient des lésions sur le scanner, mais chez lesquelles par la suite, on a fait des diagnostics de pathologies autres qui ont donné une pneumopathie infiltrante diffuse et qui sont arrivés au stade de la fibrose. Donc c'est tout l'intérêt devant ces patients-là d'écarter les autres possibilités diagnostiques parce qu'elles restent. Maintenant, si on a la chance d'avoir les scanners et la succession des images et de vraiment lier les lésions au Covid, oui, mais c'est très très difficile dans notre contexte. Donc c'est pour cela qu'il faut se méfier. Maintenant, l'histoire de la vaccination avec le Covid long, déjà dans le Covid long, ce n'est pas la fibrose qui est la pathologie la plus fréquente ou les symptômes les plus fréquents. C'est plus l'asthénie, les troubles cognitifs, l'insomnie, l'atteinte cardiaque, les dysrégulations vagales. C'est ça qui est le plus long. C'est pas forcément. C'est pour cela qu'il faut toujours rester vigilant devant des atteintes infiltrantes comme ça et se dire est-ce que c'est pas autre chose. Il ne faut pas rapidement les mettre avec les Covid. Maintenant, les gens qui ont été vaccinés, c'est sûr qu'ils ont fait moins de Covid long. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en font pas. Même des gens vaccinés ont fait du Covid long. Il faut savoir que même les gens asymptomatiques ou peu symptomatiques peuvent faire des Covid longs. Et les gens qui ont fait des formes simples peuvent faire des Covid longs. Et les gens qui ont fait des formes graves et sévères peuvent faire des Covid longs. C'est pour cela qu'il faut nuancer tout, il n'y a pas de règles et il faut rester vigilant pour ne pas passer à côté des autres diagnostics. Il ne faut pas tout mettre sur le compte du Covid. Pas d'autres questions? Non. Merci, professeur Bakhatar. Donc, je passe la parole au professeur Hanan Benjelloun qui va nous parler du pseudomonas. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais enchaîner avec une autre présentation concernant l'infection au pseudomonas. En fait, donc c'est un sujet qui nous turlupine tous autant que pneumologues, donc qu'on craint tous. Donc, comme vous savez, le Pseudomonas aeruginosa constitue un agent pathogène opportuniste classé prioritaire par l'OMS depuis 2017, de par sa fréquence, sa gravité, ses coûts de soins, de santé attribuables. Il est responsable des infections des voies respiratoires inférieures, entre autres, que ce soit communautaires ou nosocomiales, surtout particulièrement chez les sujets immunodéprimés. Sa capacité donc à s'adapter aux différents milieux extérieurs, donc lui confère un profil multirésistant, difficile à éradiquer, ce qui en fait un véritable défi microbiologique et thérapeutique malgré le large arsenal thérapeutique. Un petit mot sur l'agent pathogène. Donc en 1872, Schroeter l'a décrit comme le Bacillus aeruginosus, aerugo pour la rouille de cuivre, le vert de gris, donc la couleur, et l'osus pour plein ou l'abondance. En 1882, Guessard l'a décrit comme bacille pyocénique en référence à la pyocénie, qui a une couleur particulière, la couleur du pus bleu, vert, qui se forme dans les plaies infectées. Puis en 1900, Migula le nomma le Pseudomonas aeruginosa, et c'est la dénomination qu'on garde jusqu'à présent. Alors le Pseudomonas, c'est une bactérie gram-négative ubiquitaire, opportuniste des environnements humides, notamment les sols et les eaux stagnantes, et particulièrement dans les hôpitaux. Donc c'est une bactérie pouvant infecter un grand nombre d'organismes, et chez l'homme, il fait partie de la flore normale. Il peut être isolé au niveau de la peau, de la gorge et des selles, pouvant devenir pathogène, virulent, opportuniste chez l'homme sous la pression du système immunitaire. Donc c'est un germe qui peut être transmis par contact direct entre patient et personnel de patient, sinon à travers les instruments et les matériels.
Alors, comme agent pathogène opportuniste, donc le Pseudomonas produit un certain nombre de facteurs de virulence, donc qui jouent un rôle crucial dans la mobilité, l'adhérence cellulaire, donc l'initiation de la réaction inflammatoire et donc l'adaptation donc aux antibiotiques. Donc, ces facteurs de virulence, on peut être classés en structures de surface, facteurs sécrétés et l'interaction bactérienne. Pour les structures de surface, on décrit donc il y a la lipopolysaccharide, les flagelles, les piliers et les systèmes de sécrétion. Les facteurs sécrétés, donc il y a les toxines, les protéases, les lipases, la pyosanine ou autres. Et pour l'interaction bactérienne, elle est assurée par le biofilm. En fait, c'est la matrice extracellulaire, donc qui joue un rôle crucial dans la pathogénicité, dans l'adaptation donc aux antibiotiques et surtout à la pérennisation de l'infection bactérienne. Et tout ça donc est contrôlé par ce qu'on appelle le corensensine, donc c'est le chef d'orchestre de tous ces facteurs donc le facteur de virulence. Alors, quels sont les mécanismes des lésions pulmonaires? Donc, la première ligne de défense contre les infections pulmonaires au Pseudomonas, c'est la barrière épithéliale. Une fois agressé par le Pseudomonas, donc il y a une cascade de réactions inflammatoires qui va être stimulée, ainsi que les systèmes immunitaires innés adaptatifs. Donc, une fois stimulé, donc il y a une production donc de cytokines pro-inflammatoires, donc qui vont stimuler, activer, recruter plutôt les macrophages et les neutrophiles, dont la fonction sera significativement donc atténuée par les biofilms produits par le Pseudomonas, et ça va entraîner une mort cellulaire nécrotique et donc un dommage tissulaire. Alors, quelle définition? Donc, on reprend ces définitions que vous connaissez tous. La primocolonisation, donc, elle est définie par la présence du Pseudomonas dans les branches sans signe direct ou indirect d'infection. La colonisation chronique, c'est la présence du Pseudomonas dans les branches durant au moins 6 mois, donc attestée sur au moins 3 cultures positives à au moins 1 mois d'intervalle sans signe direct ou indirect d'infection. La primo-infection, c'est la primocolonisation bronchique avec des signes d'infection. L'infection chronique, c'est la colonisation chronique avec des signes d'infection. Et enfin, l'éradication, qui est attestée sur la présence de 3 cultures négatives sur 6 mois et en l'absence d'anticorps spécifiques dans le sang. Alors, la première pathologie, maladie qui est pourvoyeuse d'infection au Pseudomonas, c'est la dilatation des branches, dont la colonisation chronique a une prévalence de l'ordre de 9 à 31% selon les études. Et ça marque un tournant évolutif majeur de la maladie. D'ailleurs, il est associé donc, à de mauvais résultats, notamment l'extension scanographique, le déclin rapide de la fonction respiratoire, ainsi que l'augmentation de la fréquence des exacerbations et des hospitalisations. D'ailleurs, cette colonisation bactérienne, donc elle fait partie intégrante des scores de sévérité des dilatations de branches, notamment le Bézier et le Facet score. Le Bézier, notamment, c'est l'index de sévérité des bronchectasies, donc qui est formé par 9 items, dont donc, des 9 items cliniques, radiologiques, fonctionnels et microbiologiques dans la colonisation bactérienne, et aussi le Facet score, donc c'est un acronyme pour F, c'est la fonction respiratoire, A, c'est l'âge, C, c'est pour la colonisation Pseudomonas, et E, l'extension radiologique, et D pour la dyspnée. Et ces 2 facteurs, en fait, ils prédisent donc le risque de mortalité, d'hospitalisation, mais aussi d'exacerbation et le déclin dans la fonction respiratoire. Alors, quels sont les facteurs prédictifs de cette colonisation par le Pseudomonas au cours des dilatations des branches? Donc, au cours de cette étude de 2019, qui inclut près de 200 patients avec des dilatations des branches, les auteurs donc, ils ont relevé certains facteurs prédictifs, notamment l'âge avancé, donc l'utilisation de solutions salines, donc, qui est utilisée surtout pour l'induction des expectorations, donc les antibiotiques inhalés, ainsi que les étiologies post-infectieuses et la dyskinésie ciliaire primitive. D'autres facteurs ont été relevés dans cette étude de 2021 qui inclut plus de patients. Donc, il y a le sexe féminin, la durée longue d'évolution des bronchectasies, mais aussi l'utilisation chronique des IPP. Comme vous savez, l'utilisation chronique des IPP produit malheureusement, donc entraîne une hypochloridrie, voire une achloridrie, ce qui provoque donc un milieu propice pour la colonisation bactérienne en général. Alors, quel impact donc, de cette infection sur la fonction respiratoire? Donc, c'est ce qui a été étudié dans ce papier de 2021, donc, qui inclut près de 850 patients porteurs de dilatation des branches, donc, qui ont bénéficié plus de 2200 tests de fonction respiratoire.
Donc, parmi les facteurs associés au déclin rapide de la fonction respiratoire, il y avait donc la colonisation chronique au Pseudomonas, donc en plus donc de l'âge avancé et les exacerbations sévères. Donc, au cours de cette étude, donc, les auteurs ils ont conclu qu'il y avait un déclin rapide de la fonction respiratoire dans le groupe. Il y avait une infection chronique au Pseudomonas, donc, au bout de 4 ans d'évolution, donc, par rapport au groupe où il n'y avait pas de colonisation au Pseudomonas. Donc, il y avait donc, un déclin de 1,37% dans le groupe Pseudomonas versus 0,37% dans le groupe non Pseudomonas. Comme vous voyez, donc, il y a une différence qui est assez statistiquement significative. Deuxième pathologie pourvoyeuse d'infection nosocomiale, donc il y a la mucoviscidose. Et malheureusement, selon les données de 2020, environ 60% des patients atteints de mucoviscidose sont colonisés par le Pseudomonas à l'âge de 20 ans et près de 80% le sont à 30 ans. Et malheureusement, au fil du temps, la majorité des patients seront chroniquement infectés par le Pseudomonas et surtout infectés par un phénotype hypermutateur. Donc, c'est le phénotype mucoïde qui est hyper virulent par rapport aux autres types de phénotypes, qui est responsable particulièrement d'une détérioration rapide de la fonction pulmonaire, l'augmentation des hospitalisations, une survie plus courte et une récalcitrance accrue à l'antibiothérapie. Alors, revenons un peu sur les facteurs prédisposants à cette infection Pseudomonas ou mucoviscidose, au cours de la mucoviscidose. Donc, déjà, il y a c'est-à-dire la mutation du gène CFTR qui est responsable d'un déséquilibre ionique et donc un mucus-épais. Donc, on aura donc ce cercle vicieux, dysfonctionnement immunitaire, infection, inflammation et dommages tissulaires. Et concrètement parlant, donc, on aura donc la cellule épithéliale va internaliser en fait le Pseudomonas par l'intervention du CFTR qui est muté. Il y aura le déclenchement d'une cascade inflammatoire qui va recruter les polynucléaires neutrophiles. Malheureusement, la fonction sera significativement altérée et donc on aura une diminution de la production des antioxydants. Donc, en plus de ce stress oxydatif, donc les mutations du CFTR, il y a les facteurs de virulence de Pseudomonas qu'on connaît tous, donc on vient de citer. Aussi certaines infections respiratoires virales qui viennent d'être impliquées aussi, incriminées. Et aussi tout ça donc, va provoquer des dommages tissulaires qui vont entraîner une colonisation bactérienne chronique. Sauf que donc, le Pseudomonas, pour qu'il survive à ce milieu hostile, pourquoi hostile? Parce que donc, il y a le stress oxydatif, il y a une hypoxie majeure, donc il y a une diminution de la pression oncotique, il y a une augmentation de la viscosité. Il a besoin de muter. Hypermuté, donc là on part d'un phénotype hypermutateur. Aussi, il a besoin d'autres facteurs et il a besoin de la coopération du staphylocoque parce que la plupart des cas, donc on trouve malheureusement une co-infection Pseudomonas et staphylocoque. Il faut savoir que le staphylocoque produit une acétoïne, une enzyme qui est toxique pour le staphylocoque, mais elle est vraiment très utile pour la survie et consommée par le Pseudomonas. Donc il y a une coopération, on parle de coopération Pseudomonas-staphylocoque. Alors, un petit mot sur la prévalence, que ce soit sur le registre européen ou américain. Donc, le Pseudomonas occupe la 2e place après le staphylocoque comme agent responsable d'infection bactérienne au cours de la mucoviscidose. Ce qu'on a remarqué, c'est au fil du temps, donc on remarque un déclin, donc, ou bien une diminution de la prévalence du Pseudomonas au fil du temps, que ce soit pour les 2 registres. On remarque également qu'avant l'âge de 18 ans, c'est plutôt le staphylocoque. Après 18 ans, c'est le Pseudomonas. Et il n'y a pas d'explication physiopathologique à ceci. Alors, là, je tiens à partager ça également avec vous, c'est que plus l'âge d'acquisition de l'infection, que ce soit une primo-infection ou bien une infection persistante, plus l'âge d'acquisition de cette infection est précoce, inférieur à 5 ans, plus la maladie est grave ultérieurement, donc par rapport à l'âge d'acquisition, plus de 5 ans, plus de 10 ans. Et cela peut être expliqué par l'interaction de certains facteurs, notamment le sexe féminin, l'appartenance ethnique. Donc on a remarqué un pourcentage élevé, c'est la population hispanique, mais sans avoir vraiment une explication. Sinon, la taux de température élevée. 3e pathologie, c'est la BPCO. Donc, selon le GOLD 2023, l'infection bronchique chronique, en particulier par le Pseudomonas, est un facteur de risque de développement de la BPCO, avec une prévalence de 4 à 15% jusqu'à 40%, et ce, d'autant plus que la BPCO est très sévère.
les facteurs de risque d'isolement du pseudomonas. Donc, on a la gravité de la BPCO, plusieurs cures d'antibiotiques de corticosystémiques, les corticoïdes inhalés, le séjour antérieur aux urgences, tabagisme, l'isolement antérieur et même les dilatations des branches associées. Pour les facteurs de colonisation, donc les exacerbations sévères, la gravité croissante de la BPCO, les souches multirésistances et l'antibiothérapie antérieure et autres. Alors, quel est l'impact en fait de l'isolement du pseudomonas sur l'hospitalisation et le décès? Donc, comme entre autres, donc, à part les facteurs qu'on connaît déjà pour les facteurs de risque d'hospitalisation pour exacerbation, on remarque qu'il y a aussi l'isolement du pseudomonas. Alors, quel impact? Donc, selon cette étude, les auteurs, donc c'est une grande étude qui inclut plus de 22 000 patients porteurs de BPCO, c'est la plus grande étude qui a évalué la prévalence de l'infection pseudomonas chez les patients qui porteurs de BPCO. Donc, les auteurs ils ont conclu qu'il y avait une augmentation du taux d'hospitalisation dans le groupe pseudomonas de l'ordre de 94% versus 48% après 2 ans d'évolution. Et le taux de décès, il était plus élevé dans le groupe pseudomonas de l'ordre de 41% versus 17%. Donc, et ce, d'autant plus que l'isolement du pseudomonas est persistant dans le temps. Autre pathologie pourvoyeuse, il y a les pneumonies. Donc, vous connaissez la pneumonie aiguë communautaire. La pneumonie associée aux soins de santé, donc le terme qui a été abandonné par l'ATS en 2019. Puis, il y a la pneumonie acquise à l'hôpital, qui est définie par une pneumonie acquise après au moins 2 jours d'hospitalisation en dehors de toute suspicion d'incubation de la maladie, donc avant l'hospitalisation. Puis, il y a la pneumonie associée à la ventilation, donc qui est définie par une pneumonie acquise à l'hôpital, donc plus de 48 heures après une intubation endotrachéale, tout en sachant que ces 2 types de pneumonie sont les principales causes d'infection nosocomiale avec un taux de mortalité de 13 à 28%. Donc un petit mot sur la prévalence. Il faut savoir que l'association PAC pseudomonas, donc c'est une condition qui est extrêmement rare. Donc elle est présente surtout s'il y a des facteurs de risque, notamment les antécédents d'infection pseudomonas ou d'infection ou de maladies respiratoires sévères. Sinon, il faut savoir que l'infection pseudomonas c'est plutôt l'apanage des pneumonies nosocomiales. Donc derrière le staphylocoque en première position. Et bien sûr, le risque, c'est quoi? C'est la multirésistance. C'est pour ça que cette multirésistance qui est l'apanage des pneumonies nosocomiales, c'est pour ça que l'ATS et l'IDSA en 2019, ils ont posé leurs indications, leurs facteurs de risque donc de multirésistance, notamment les antécédents de colonisation pseudomonale dans l'année précédente, ou bien l'antécédent d'hospitalisation dans les 90 jours, ou bien une antibiothérapie d'une intraveineuse d'au moins 5 jours. Donc, cette multirésistance, donc c'est à la crainte. Et selon le Global Burden of Disease de 2019, qui a inclus près de 200 territoires entre 1990 et 2019, donc ils ont recensé 1,25 million de décès qui sont attribuables à la résistance. Alors, notez bien que les infections des voies respiratoires inférieures, c'était la première cause de décès par résistance. Donc après vient les infections abdominales, cutanées, urinaires, tuberculose et autres. Et les principales germes incriminés, c'est l'Escherichia coli, le staphylocoque et le pseudomonas, il vient en 6e position, donc ça soit sur le plan mondial ou bien en Afrique du Nord. Pour l'antibiothérapie, donc il y a les antibiotiques conventionnels qu'on connaît, les pénicillines, les céphalosporines, les carbamazepine. D'autres antibiotiques qui ont vu le jour, mais ils ont été autorisés par les sociétés américaines et européennes, mais qui sont toujours en cours d'étude. Alors, la conduite à tenir, c'est quoi? Selon les recommandations l'ERS 2017-2019, donc pour les dilatations des branches, quand on est devant une primo-infection au pseudomonas, donc il y a 3 cas de figure. Soit on démarre une fluoroquinolone orale, soit des antibiothérapies intraveineuses, dans des bêta-lactamines avec les aminosides, soit c'est une fluoroquinolone ou bien les antibiotiques intraveineux associés à une antibiothérapie inhalée, et ça d'une durée de 2 semaines. On refait les cultures. Si les cultures reviennent négatives, ça y est, on arrête le traitement. Si les cultures restent positives, là, on va prolonger le traitement avec une antibiothérapie inhalée d'au moins 3 mois.
En cas d'infection chronique, c'est-à-dire plus de 3 exacerbations par an, donc bien sûr, il faut optimiser le drainage bronchique, traiter la cause infectieuse. Et là, c'est l'indication d'une antibiothérapie inhalée de longue durée de 3 mois. Donc, sinon, si contre-indication intolérance, c'est les macrolides. Pendant 3 mois, si c'est inefficace, c'est l'association antibiotique orale et inhalée. Pour la mucoviscidose, selon les recommandations de 2017, en cas de primo-infection, c'est d'emblée une bi-antibiothérapie inhalée et orale ou intraveineuse, puis une cure prolongée d'antibiothérapie orale ou inhalée, généralement de 3 mois. Et les auteurs privilégient surtout la colistine, sinon c'est la trobaramycine, l'astréonam, à savoir qu'il y a des travaux assez prometteurs concernant la lévofloxacine et l'amicacine inhalées qui sont en cours d'étude. Pour la BPCO, malheureusement, il n'y a pas de recommandations, mais en général, en ambulatoire, c'est plutôt l'antibiotique oral. En hospitalier, ce sont les antibiotiques parentéraux. Et pour les antibiotiques inhalés, des études sont toujours en cours. Mais je partage avec vous cette étude de 2022. C'est une étude observationnelle rétrospective multicentrique qui a inclus près de 700 patients porteurs de BPCO, dont 46% avaient une infection chronique au Pseudomonas. Donc les auteurs, ils ont retrouvé le bénéfice de cette antibiothérapie inhalée, puisqu'il y avait une diminution du taux des exacerbations et des hospitalisations de l'ordre de 33% et une diminution des isolements du Pseudomonas de l'ordre de 50%, ce qui n'est pas négligeable. Donc probablement, peut-être dans les jours ou les années prochaines, on retrouvera peut-être les antibiotiques inhalés comme traitement pour les BPCO avec une infection au Pseudomonas. Pour les pneumonies nosocomiales, selon l'ERS 2017, on va voir les facteurs de risque de multirésistance qu'on a vu tout à l'heure. S'il n'y a pas de facteur de risque de multirésistance, c'est une monoantibiothérapie. S'il y a des facteurs de risque de multirésistance, là, on va est-ce qu'il y a un état de choc ou pas. S'il n'y a pas d'état de choc, c'est une monoantibiothérapie. S'il y a un état de choc, c'est une bi-antibiothérapie antipseudomonale. Et bien sûr, s'il y a une association avec une infection au staphylocoque, s'il y a des facteurs d'infection pseudomonale, au staphylocoque qu'il faut traiter également. Alors pour conclure, je dirais que le Pseudomonas représente un défi microbiologique et thérapeutique important, et malgré le large arsenal thérapeutique disponible, d'où l'avènement de nouvelles thérapies, notamment les nouveaux antibiotiques qu'on a vus, ce qu'on appelle la phagothérapie, c'est-à-dire c'est une thérapie qui est à base qui cible les particules de Pseudomonas. Il y a l'immunothérapie, mais aussi il y a la vaccination. Et tout ça, bien sûr, avec les moyens, sans oublier les moyens préventifs, tout ça pour contrer l'infection au Pseudomonas et plutôt la résistance au Pseudomonas. Et je vous remercie. Merci, professeur Benjeloun, pour cette belle présentation. Avec le respect du temps imparti. S'il y a des questions dans la salle, oui, c'est Amine. On reste en famille, c'est encore mieux. Le modérateur, l'oratrice. La prochaine fois, on dirait une session. Alors, merci Hanan pour cette excellente présentation. Alors, ma question, c'est concernant les antibiotiques inhalés. Moi, j'avais une patiente, j'ai eu du mal à les obtenir. Est-ce que tu as déjà réussi à les obtenir? Et sinon, est-ce qu'on peut utiliser la colistine injectable en inhalation? Est-ce que ça a le même effet? Effectivement, il n'y a pas d'antibiotiques inhalés qui ne sont pas disponibles au Maroc. Ça nous arrive d'utiliser la colistine, bien que ce n'est pas le cas, de l'utiliser en nébulisation pour les cas de mucoviscidose, dans les cas de colonisation chronique. Mais il n'y a pas d'antibiotiques, malheureusement, disponible au Maroc jusqu'à l'heure actuelle. Oui, c'est Je peux peut-être répondre à ta question pour dire qu'effectivement, déjà, on a un problème sérieux avec la colimycine parce qu'elle n'a pas l'AMM au Maroc. Donc, on a beaucoup de mal pour pouvoir s'approvisionner en colimycine dans les CHU parce qu'on ne peut pas acheter sans AMM. Maintenant, c'est disponible dans les pharmacies. Dans les officines, c'est disponible. Mais nous, on a du mal à les avoir. Maintenant, ceci étant dit, si on avait la forme injectable, on aurait pu l'utiliser en nébulisation sans problème. Parce qu'avant même
Au début des années 2000, avant même qu'il y ait la colimycine pour les formes nubilisées, déjà en France, ils utilisaient même hors AMM les formes injectables. Alors je tiens à féliciter professeur Benjelloun pour cet excellent exposé. Il a vraiment fait le tour de la question. Et je voulais juste une petite remarque. Lorsqu'on traite les infections à Pseudomonas qui sont nosocomiales, notamment les malades qui sont en réanimation, il faut toujours tenir compte de l'écologie du service. Donc il n'y a pas à aller chercher, et même des fois, avant même d'avoir l'antibiogramme, donc si on sait que c'est un PIO, ben on sait en général dans le service à quoi il est sensible. Parce que c'est les germes qui tournent au niveau de ce service qu'il faut viser. Et c'est très important parce que ça permet de gagner du temps. Et le temps pour ces malades est très précieux. Donc c'est juste cette remarque-là donc, sur ta présentation. Merci. Oui, c'est Bahatar. Merci beaucoup, Hanan. Maintenant, concernant le traitement, moi, j'utilise la colimycine en nébulisation 3 fois par jour. L'idéal, c'est d'utiliser 3 grammes injectables et 3 grammes en nébulisation, mais par peur d'atteinte rénale et tout ça, j'utilise que la nébulisation, associée bien sûr à la ciprofloxacine. Tu l'as bien mis, la ciprofloxacine, c'est 750 mg 2 fois par jour, pendant 15 jours. Maintenant, concernant aussi la prévention à dose anti-inflammatoire d'azithromycine, bon, il y a beaucoup d'études, surtout sur la mycoviscidose, qui ont montré que c'est aussi efficace pour pouvoir retarder la survenue de l'exacerbation au Pseudomonas. Bon, merci pour votre communication brillante. J'appelle maintenant notre amie Madame Serraj. Madame Serraj a l'amabilité de nous entretenir ce soir sur les infections respiratoires à germes à multiplication lente. À vous la parole, Madame Professeur. Merci beaucoup, Dr Alaoui. Je tiens donc à féliciter, et j'ai le droit de féliciter parce que je vais clôturer le programme, donc tous les membres du bureau pour la qualité de cette manifestation. Et je vais vous entretenir, je vais clôturer ce très beau congrès par les infections respiratoires à germes à multiplication lente. Alors tout d'abord, qu'est-ce que les germes à croissance lente? C'est tout simplement ceux qui vont mettre plus de 7 jours à se cultiver en culture. C'est ce que les microbiologistes vont répondre. Et nous connaissons très bien un germe à croissance lente, c'est le Mycobacterium tuberculosis qui est le plus tristement célèbre. Mais quand on dit germe, on va dire bactéries, on va dire mycose, on va dire parasite. Et donc ces germes-là vont plutôt intéresser un terrain particulier, c'est-à-dire un terrain fragilisé, c'est-à-dire un terrain immunodéprimé. Il pose plusieurs difficultés dans le sens des tableaux radiocliniques qui sont souvent absolument aspécifiques, des difficultés de confirmation microbiologique et des nombreux diagnostics différentiels. Pour faire un topo clair, parce que je ne pourrais absolument pas parler de tous les germes, je vais axer mon topo sur les infections bactériennes à croissance lente en excluant le Mycobacterium tuberculosis qui a eu une très très belle session en début de congrès. Donc je vais vous entretenir sur ces phylum Actinobacteria qui sont parmi les plus larges. Pourquoi? Parce que ça comporte des bactéries de différentes morphologies et qui sont connues pour être lentement croissantes. Dans ce phylum Actinobacteria, il y a l'ordre des actinomycétales et qui comprend 2 types de bactéries, des bactéries aérobies, le Corynebacterium, le Mycobacterium, les nocardia et le Rhodococcus, et des bactéries aérobies, les actinomyces. Et donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous entretenir des nocardioses pulmonaires, un mot sur le Rhodococcus, nous allons parler des actinomycoses et des mycobactéries non tuberculeuses. Commençons par la nocardiose. Alors le nocardia, c'est un petit bacille à grains positifs avec un effet assez filamenteux. On le retrouve un petit peu partout, dans les sols, en matière de décomposition et dans l'eau. C'est une maladie qui est assez rare, puisque l'Observatoire français rapporte à peu près 150 à 200 cas par an. Et on a eu beaucoup d'avancées dans la biologie moléculaire qui a permis de définir 100 espèces, dont 50 sont pathogènes pour l'homme. Ça se présente un petit peu comme ça à l'examen direct. Alors, lorsque la porte d'entrée est cutanée, souvent lorsqu'on a un traumatisme chronique, les dermatologues connaissent bien la nocardiose cutanée localisée qui va survenir, c'est un sujet immunocompétent. Par contre, lorsque la porte d'entrée est respiratoire et l'on a une acquisition par inhalation,
le patient va développer une forme invasive, c'est une infection opportuniste, et il va développer la nocardiose pulmonaire disséminée, c'est-à-dire avec une mortalité élevée. Vous comprenez bien qu'on va avoir des patients à risque. Quels sont ces facteurs de risque? Alors, les facteurs de risque majeurs sont ceux de l'immunodépression finalement, c'est-à-dire des patients qui sont sous traitement immunosuppresseur, des patients qui sont sous corticothérapie, des patients transplantés, mais également les patients qui sont porteurs d'une maladie respiratoire chronique, c'est-à-dire une BPCO, une dilatation de bronche ou une mycoviscidose. Alors ces patients-là vont inhaler le nocardia et qui va donc aller infecter le poumon. Cette infection pulmonaire, cette pneumopathie va survenir dans 80% des cas et on va le voir, on va avoir différentes formes variables. À partir du poumon, on va avoir une dissémination hématogène et qui va donc, le germe va disséminer principalement au niveau du système nerveux central et c'est le facteur de risque, facteur de mortalité le plus important, très fréquent et très mortel. Elle va également disséminer au niveau cutané, entraînant une atteinte cutanée secondaire. Et vous le comprenez bien, via le sang, il peut disséminer un petit peu partout. On pourra avoir des localisations musculaires, des endocardites. Et donc vous comprenez bien ici que l'imagerie cérébrale est complètement systématique et fondamentale. Donc c'est une infection opportuniste de l'immunodéprimé avec une présentation totalement aspécifique, c'est-à-dire des signes généraux, des signes respiratoires, complètement aspécifique. Et c'est la présence des signes extra-respiratoires dans 30% des cas qui va nous faire évoquer les diagnostics. Alors cette atteinte extra-respiratoire, elle se fait soit par contiguïté, donc une atteinte pleurale, péricardique ou médiastinale, ou par voie hématogène. Et on va avoir cette fameuse atteinte du système nerveux central, très fréquente, très mortelle. Mais il faut savoir que c'est une atteinte à évolution lente. Alors souvent le patient a un examen neurologique totalement normal et c'est pour ça qu'on va insister sur le fait qu'il faut absolument une imagerie cérébrale, idéalement une IRM. L'atteinte cutanée est la deuxième en fréquence, ça peut aller de la pustule à la dermohypodermite et vous comprenez bien qu'on pourra avoir toutes les autres localisations. Donc devant un patient immunodéprimé qui présente une pneumopathie, une atteinte du système nerveux central, une atteinte cutanée, pensez s'il vous plaît à la nocardiose. Les manifestations radiologiques sont diverses et variées. Ça peut avoir une condensation alvéolaire, une réaction pleurale, un aspect en lâcher de ballon, un aspect de masse pseudotumorale, une lésion excavée qui ressemble beaucoup à la tuberculose et également une atteinte interstitielle. Et donc je me répète, mais je le répète, c'est l'atteinte cérébrale ou l'atteinte de signes extra-respiratoires qui va nous mettre sur la voie. Et donc, vous comprenez bien que la nocardiose va avoir beaucoup de diagnostics différentiels, pathologie tumorale, pathologie infectieuse, mais également les maladies de système, notamment les vascularites. Comment on va poser le diagnostic? Il faut essayer de mettre en évidence ce fameux nocardiaque. Sauf que c'est difficile. Si on n'oriente pas le microbiologiste, il ne la trouvera jamais, parce qu'il doit faire une culture prolongée et des milieux sélectifs. Nous allons choisir le lieu de prélèvement en fonction de la présentation, mais une information très importante, le nocardia n'est pas colonisateur et n'est pas colonisateur. Voilà. Donc finalement, lorsque j'ai une atteinte pulmonaire, vous comprenez qu'on peut aller chercher le nocardia dans les expectorations, dans la ponction, mais le lavage broncho-alvéolaire est un excellent examen. Lorsque j'ai une dissémination, à l'étape de dissémination hématogène, c'est l'hémoculture. Et puis, en fonction de l'atteinte extra-respiratoire, on va réaliser des biopsies. Alors, l'examen direct, donc le nocardia va se présenter sous forme de bacille à grains positifs et filamenteux, et ça c'est une image d'un lavage broncho-alvéolaire. La culture, comme je l'ai dit, il faut prévenir le laboratoire, il faut qu'ils mettent la culture sur des milieux spécifiques pour réduire la croissance bactérienne des bactéries contaminantes. Il est très très important d'identifier l'espèce, parce que l'identification de l'espèce va permettre de définir le profil de sensibilité et qui est garant d'un bon traitement. Et ceci a largement profité de l'avènement de la biologie moléculaire qui a permis le diagnostic et l'identification de l'espèce et donc d'orienter l'antibiothérapie. Et carrément, l'Observatoire français utilise ces techniques sur l'échantillon biologique directement. Pourquoi c'est important? Parce que les choses ont changé. Avant 1988, on pensait que seul le nocardia astéroïde était responsable des atteintes pulmonaires et que cette bactérie, étant sensible à l'amoxicilline ou au cotrimazole, les sulfamides étaient le traitement de base et le traitement de référence, avec un grand recul. Sauf que, regardez avec moi, on a quand même 50% d'échecs dans les formes disséminées. Après 1988, on a identifié beaucoup d'autres espèces qui pouvaient être responsables de la nocardia pulmonaire avec des profils de sensibilité qui étaient totalement différents. Et à cela, donc vous voyez avec moi un petit peu ces tableaux. Mais c'est dégagé un antibiotique. Cet antibiotique, c'est le ninésolide, qui
que 100% des souches in vitro étaient sensibles avec une bonne biodisponibilité. Sauf qu'avec cet antibiotique, quand on le donne à des doses pour une durée prolongée, on a des effets indésirables qui sont très importants. Donc, quel antibiotique allons-nous donner? Lorsque nous avons une forme pulmonaire non grave, lorsqu'on a une atteinte cutanée primitive sans atteinte du système nerveux central, on peut choisir entre le cotrimoxazole 15 mg kg jour ou bien le nilosolide 600 mg 2 fois par jour. Lorsque l'atteinte pulmonaire est sévère ou lorsqu'on a un patient ou survenant chez un patient immunodéprimé, c'est une biantibiothérapie. On doit associer un autre antibiotique en fonction de cette identification et ce profil de résistance. Et la trithérapie est de mise lorsqu'on a une atteinte du système nerveux central. La règle n'est pas de monothérapie chez le sujet immunodéprimé. Alors le traitement, vous le concevez, c'est une bactérie à croissance lente, donc elle va être prolongée. Elle va aller de 4 à 6 mois pour la forme isolée pulmonaire, jusqu'à 12 mois pour la forme avec une atteinte du système nerveux central. On doit suivre l'évolution sur le plan clinique et radiologique. Il y a des récentes publications qui proposent des traitements courts qui sont à discuter, mais honnêtement, les données sont vraiment pas très solides. Et donc, vous comprenez bien que le traitement des nocardia est un traitement qui a suivi un avis d'experts. Celui-ci a été publié en 2017. On distingue la nocardiose pulmonaire isolée de la nocardiose disséminée ou de la nocardiose avec atteinte du système nerveux central, où la durée de traitement peut aller jusqu'à 12 mois avec une multithérapie. Concernant la nocardiose pulmonaire isolée, chez un patient immunodéprimé, je l'ai déjà dit, c'est la multithérapie. Chez un patient non immunodéprimé, ça va dépendre de la forme. Une forme modérée, on tendra à un seul antibiotique. Une forme plus sévère, on ira vers la multithérapie. Une mortalité élevée, surtout lorsqu'on a une atteinte du système nerveux central. Des rechutes qui sont possibles, surtout lorsque la durée du traitement est insuffisante. Et j'attire ici votre attention sur les co-infections qui sont possibles, et notamment avec des germes à croissance lente, c'est-à-dire avec le Mycobacterium tuberculosis, avec le Cryptococcus et avec l'Aspergillus, et qui ont en plus des présentations qui peuvent être similaires. Alors, est-ce qu'il y a une place de la prophylaxis? Alors, le cotrimoxazole a été longtemps utilisé, mais réellement, son efficacité n'a pas été démontrée. Et donc, le bon sens veut qu'on doit éviter les réservoirs de contamination, c'est-à-dire le travail agricole, le jardinage et l'empoussiérage chez des sujets à risque. Donc, c'est une pathologie rare et grave, mortelle, survenant chez le sujet immunodéprimé, qui pose un problème de diagnostic différentiel. L'imagerie cérébrale est systématique, idéalement une IRM. Il est très important d'avoir une identification moléculaire de l'espèce et une évaluation de l'antibiosensibilité. Juste un mot sur le rhodocucus, je vais vous dire 2 mots sur ça. Cherchez-le parce que c'est un pathogène vétérinaire. Pathogène vétérinaire, chevaux, vaches, et nous sommes un pays agricole donc il faut le chercher. Exposition est souvent retrouvée, là aussi c'est un tableau de pneumopathie avec une dissémination hématogène, avec des antibiotiques qui sont actifs, ce sont les macrolides, la rifa, les imipenem, la vancomycine et une durée de traitement prolongée. Deuxième grand chapitre, les actinomycètes et l'actinomycose. Alors l'actinomycètes, ce sont des bacilles, mais là ils sont anaérobies. On en dénombre 40 espèces et c'est plutôt l'actinomyces israéli qui est le plus fréquemment isolé. C'est un germe qu'on ne retrouve pas dans l'environnement, mais nous sommes tous colonisés à actinomycètes, au niveau dentaire, au niveau digestif, au niveau génital. Et c'est une pathologie de l'immunocompétent. Certes, l'immunodéprimé peut avoir une actinomycose disséminée, mais c'est surtout l'immunocompétent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez bien qu'ici, on va avoir une brèche muqueuse. Et c'est à travers cette brèche muqueuse qu'on va avoir une contamination et donc le passage de cette bactérie qui est au départ commensale dans un site qui est stérile. Ça peut être une brèche réalisée suite à des soins dentaires, à un traumatisme buccal, à une chirurgie dentaire, ou bien à une chirurgie abdominale, ou bien lors des dispositifs intra-utérins chez la femme. Et ça va entraîner une brèche muqueuse et donc une invasion tissulaire, et c'est une bactérie qui va évoluer de manière locorégionale par contiguïté. Certes, la dissémination hématogène est possible chez l'immunodéprimé. Donc on va voir surtout de l'actinomycose cervico-faciale dans 50% des cas, mais l'actinomycose thoracique quand même 15 à 20% des cas suite à des soins dentaires ou suite à l'inhalation de liquide gastrique. Une actinomycose abdominale dans 20% et l'actinomycose génitale qui pose de réels problèmes comme diagnostic différentiel avec des tumeurs de l'ovaire. Et donc c'est une pneumopathie récidivante avec une évolution initiale
bêta-lactam, sous bêta-lactam, avec des imageries, des aspects radiologiques très diversifiés qui vont aller de l'opacité alvéolaire jusqu'à la lésion pseudotumorale. Il y a eu des articles qui ont été publiés sur l'atteinte endobronchique, mais réellement elle est exceptionnelle. Et si on ne traite pas, l'évolution va se faire comme ça, avec une extension de proche à proche et puis une fistulisation, délabrement et fistulisation à la peau. Alors, le problème de diagnostic différentiel est évident parce que c'est une maladie d'évolution lente, avec une amélioration transitoire sous antibiotiques et une récidive, avec ses aspects scanographiques qui sont divers et variés, un syndrome de condensation alvéolaire, un foyer abcédé, une excavation, une masse pseudotumorale. Et vous comprenez bien que le diagnostic différentiel est très important. Comment on va poser le diagnostic? Vous allez me dire en mettant en évidence l'actinomycète. Sauf que c'est une bactérie qui est très très difficile à voir. N'oubliez pas, elle est anaérobie. Donc il faut vraiment acheminer très très rapidement les prélèvements au laboratoire. Il faut prévenir notre collègue microbiologiste. Une culture qui est lente. Mais le deuxième problème, c'est que même une toute petite dose, une toute petite cure d'antibiotiques suffit à empêcher la pousse bactérienne. Et donc, on va aller se diriger vers l'histologie, et souvent le diagnostic est fait par l'histologie, en mettant en évidence une réaction granulomateuse avec de la nécrose ou de la fibrose. Sauf qu'il faut adresser le prélèvement au microbiologiste pour faire ces colorations, mais également pour nous mettre en évidence ces grains de sulfure qui sont très évocateurs. Et quand ils vont les voir, ça va être des macrocolonies denses d'actinomycètes entourées de polynucléaires neutrophiles. Et donc, là aussi, ça bénéficie, on peut faire un diagnostic rétrospectif par biologie moléculaire, mais contrairement à la nocardiose, on n'a pas besoin de faire un diagnostic d'espèce. Pourquoi? Parce que ce sont des germes qui restent sensibles à l'amoxicilline, à la PNIG classique, donc la PNIG en IV est relais par l'amoxicilline. Les recommandations est de toujours poursuivre le traitement jusqu'à ce qu'il y ait une disparition complète des signes radiologiques, comme ça a été proposé sur ces dernières recommandations de 2023, où on voit bien ici que on va donner, lorsqu'on a des atteintes légères à modérées, une antibiothérapie qu'on va prolonger 2 mois après la résolution des symptômes chez le sujet immunocompétent, 12 mois après résolution des symptômes chez le sujet immunodéprimé. Lorsque les lésions sont sévères, on va commencer par une antibiothérapie par voie injectable pendant 2 semaines, puis un relais par voie orale pendant 6 à 12 mois chez l'immunocompétent, aller jusqu'à 18 mois chez l'immunodéprimé. Et vous comprenez bien qu'on aura besoin de contrôle scanographique. Le pronostic est bon, sauf dans les formes invasives de l'immunodéprimé. Donc, c'est une bactérie qui colonise la population humaine. Ce qui survient, c'est le sujet immunocompétent. C'est un tableau de pneumopathie récidivant après antibiotiques. Grand problème de diagnostic différentiel avec une mise en évidence difficile. L'apport de l'histologie ici est important. C'est quand ça reste une bactérie qui est sensible aux antibiotiques. Dernier groupe, les mycobactéries non tuberculeuses. Alors, les mycobactéries non tuberculeuses, elles ont été incluses dans le phylum Actinobacteria tout récemment, en 2003. Et alors, elles font partie de l'Actinium, c'est le seul genre, c'est le Mycobacterium. Il y a plusieurs espèces qui ont été définies, mais seules certaines sont pathogènes pour l'homme. Ce sont des bacilles qui sont aérobies ou microaérophiles, saprophytes, qu'on retrouve dans l'environnement, mais également, elles sont également commensales dans les peaux et la muqueuse, et elles vont se comporter comme des opportunistes. Cependant, il faut toujours confronter la clinique à l'isolement d'une mycobactérie non tuberculeuse sur les prélèvements. Une incidence de 1,8 pour 100 000 habitants. Dans les mycobactéries non tuberculeuses, il y a un groupe de bactéries à croissance rapide et d'autres à croissance lente. Et donc, quels sont les facteurs de risque de faire une infection à mycobactéries non tuberculeuses? Alors, il a bien évidemment l'immunodépression générale, mais également une certaine susceptibilité génétique ou un phénotype clinique qui a été défini dans un certain nombre de cas de contrôle. Je vais en parler tout à l'heure. Une forme cavitaire classique et la Lady Windermere syndrome, si vous connaissez la pièce théâtrale. Troisième critère, ce sont les maladies respiratoires chroniques, notamment qui ont été prouvées. Je vous rapporte ici 2 études. Une étude sud-africaine qui a mis en évidence que la silicose et les séquelles de tuberculose sont des facteurs de risque de développer une mycobactérie non tuberculeuse. La BPCO, la pneumoconiose, la DDB hélas sur cette 2e série danoise. Avec un mot particulier pour les BPCO, le risque augmente lorsque les BPCO sont sous corticoïdes et il est encore plus important lorsque la corticothérapie est de forte dose. Le problème ici, c'est de dire est-ce que mes patients sont colonisés ou effectivement infectés? Alors, il y a eu beaucoup de critères, de l'ATS en 1974, revu en 90,
dernière recommandation dont je vais vous parler tout de suite. Il faut des critères cliniques, c'est-à-dire il faut que mon patient soit symptomatique. Il faut qu'il y ait des critères radiologiques à type d'infiltrats, de nodules, de lésions cavitaires ou de DB. Et puis il faut les critères bactériologiques qui sont les critères de 2007 qui ont été repris en 2020. Au moins 2 expectorations avec une culture positive, quel que soit l'examen direct, ou bien une culture positive si c'est un lavage ou une fibroaspiration, ou alors une biopsie qui montre un granulome et une expectoration positive à la culture. Mais le plus important et le plus difficile, c'est d'exclure les autres diagnostics qui peuvent entraîner ce type de manifestation clinique. Alors, la présentation clinique, est-ce qu'elle est particulière? Absolument pas. Elle est absolument aspécifique. Souvent, c'est encore plus difficile puisque ce sont des patients qui ont une pathologie respiratoire chronique. Et la radiologie, on peut avoir divers aspects, cavitaires, nodulaires, bronchectasie. Alors, un tableau radioclinique non spécifique suggère que l'élimination des autres diagnostics a une part très très importante avec les critères microbiologiques. Un mot, est-ce qu'il y a des particularités en fonction de la mycobactérie? Deux choses. Je vais vous parler du complexe adium qui est le plus fréquent et qui est retrouvé dans l'eau et le sol, mais faites attention également dans les réseaux de distribution des eaux, piscines et saunas, avec une transmission d'aérosols contaminés et pas de transmission interurbaine. Il va donner 3 formes, la forme cavitaire calquée sur celle de la tuberculose, la forme bronchectasienne, c'est sa fameuse Lady Widermer syndrome, avec des bronchectasies, des infiltrats nodulaires, lobe moyen et l'angula. C'est une forme d'évolution lente, indolente, mais qui peut tuer la malade à long terme, et c'est une forme plus fréquente chez la femme, ne me demandez pas pourquoi. Le hot blind, c'est-à-dire c'est une réaction immunoallergique à l'antigène du Mycobacterium avium, c'est en fait une pneumopathie d'hypersensibilité, et vous comprenez ici que la prise en charge thérapeutique va être différente. Un mot sur les xénopies, pourquoi? Parce que ça atteint beaucoup le BPCO, ça évoquait une infection chez le BPCO lorsqu'on a une forme cavitaire, mais on peut avoir une forme nodulaire chez l'immunocompétent et une forme infiltrative en cas d'immunosuppression définitive. Juste un mot sur le traitement, pour vous dire qu'il y a des recommandations toutes récentes, 2020. Ces recommandations soulignent un effet très important. Qui traiter? Est-ce qu'on doit traiter tout le monde? En fait, il faut qu'il y ait un équilibre entre les symptômes, la progression de la maladie et la toxicité médicamenteuse. On va traiter les patients sévères, on va traiter les patients symptomatiques, on va traiter les formes cavitaires. Et les autres méritent une surveillance. Quel est le principe de traitement? Chaque mycobactérie a une molécule type, molécule clé. C'est la clarithromycine, par exemple, pour le complexe avium. On doit associer 2 autres antibiotiques pour éviter les résistances et les traitements sont basés sur les recommandations de 2020. La durée de traitement est 12 mois après négativation des prélèvements et la chirurgie est à discuter au cas par cas. Quelques exemples, je vais juste m'arrêter sur le MAC. La clarithromycine est la molécule clé, 500 mg fois 2 par jour. On peut y associer le TB, la rifapentine ou la rifampicine. À retenir, ce sont des infections opportunistes, mais isoler une mycobactérie non tuberculeuse n'est pas synonyme d'infection. Et tout isolement de mycobactéries non tuberculeuses doit faire rechercher des éléments radiocliniques de l'infection, mais également doit faire éliminer les autres diagnostics différentiels, et c'est là toute la difficulté de la chose. Autre chose, une infection à mycobactéries non tuberculeuses n'est pas synonyme de traitement spécifique. Il faut toujours faire la balance bénéfice-risque chez chaque patient. Et si on doit en démarrer le traitement, on prendra au moins 3 antibiotiques pour une durée prolongée d'au moins 12 mois après la négativation des cultures. J'espère vous avoir informé sur les bactéries à germe lente. Merci, Madame Serraj, pour cet exposé clair, comme à l'accoutumée, et ample d'enseignement. Et la parole à la salle pour les questions. Professeur Bijloun, derrière vous. Merci. Alors, merci Mounia, c'était vraiment excellent. Alors, ma question, c'est concernant les mycobactéries non tuberculeuses. C'est une question toute bête. Est-ce que tu as les moyens de les diagnostiquer? À Marrakech, on est un peu dépourvu. Là aussi, tous ces germes-là, finalement, que ce soit la nocardiose, le nocardium, que ce soit l'actinomycète ou que ce soit la mycobactérie non tuberculeuse, s'il n'y a pas de collaboration avec le microbiologiste, oublie. C'est-à-dire que de toute façon, même quand on les trouve, ça ne veut pas dire qu'elles sont pathogènes et ça ne veut pas dire qu'il y a une infection. C'est ça la difficulté de la chose. Mais il s'agit de les trouver, je suis totalement d'accord avec vous. C'est très très compliqué, surtout que
je ne sais pas dans les autres CHU, je parle sous contrôle de professeur Angeloun qui est avec moi, hélas, jusqu'à aujourd'hui, Seth, tu me confirmes si c'est le cas, on ne fait pas de recherche de mycobactéries, tuberculeuses ou non tuberculeuses, dans le laboratoire du CHU. Et je trouve ça complètement aberrant. Et voilà. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, et ça c'est un vrai problème. Maintenant, les articles, les écrits, ça existe. Je suis désolée, ça existe. Et ça existe chez le BPCO, beaucoup, notamment sur la mycobactérie non tuberculeuse. Professeur Hicham. Moi, je pense que, bon, on fait la recherche des mycobactéries en tuberculose, ça c'est sûr. Lorsqu'on demande aussi la recherche des mycobactéries non tuberculeuses, bah, le problème c'est qu'on ne les trouve pas. On ne les trouve pas parce que ce n'est pas les bons milieux de culture, certainement. Maintenant, ce n'est pas faute de sensibiliser les bactériaux. Ben, ils disent qu'ils les recherchent et qu'ils choisissent les bons milieux. Mais sincèrement, moi, je pense toute ma carrière, je n'en ai jamais vu isolés au laboratoire du CHU. Et pourtant, on leur dit de les rechercher. Et bon, je pense que c'est quelque chose qu'il faut peut-être rediscuter avec les bactériaux autour d'une table et voir est-ce que réellement ils savent ce qu'ils cherchent ou pas. Parce qu'ils sont retrouvés dans l'environnement et dans l'eau et dans les canalisations. Ouais. Mais pas chez les patients. Oui, mais ils sont retrouvés chez les patients sous d'autres cieux. On n'a pas une espèce de chape de plomb qui va protéger le Maroc. D'ailleurs, on se pose la question pourquoi il n'existerait pas au Maroc. Alors la deuxième chose, moi je voulais te féliciter parce que tu clôtures brillamment le congrès de la SMMR pour cet excellent exposé et tu nous as donné, en tout cas en tant que comité scientifique, tu nous as donné plus que ce qu'on demandait. Parce que nous, on cherchait surtout à sensibiliser l'assistance sur les bactéries à développement long, genre nocardiose et actinomycose. Tu nous as parlé en plus des mycobactéries non tuberculeuses. Donc, merci beaucoup. Madame professeure Tawi. Alors oui, félicitations, on a très bien appris avec toi, Mounia. Moi, j'ai juste une question très simple et pratique. Quand on parle de nocardiose, on parle de traitement de 12 mois en injectable. Est-ce que dans les séries que tu as eues, il y a vraiment eu des gens qui ont eu des traitements jusqu'au bout? Parce que tu parles d'un taux de rechute de 60%, c'est certainement dû à l'abandon du traitement en cours. Parce que dans les autres, c'est aussi long, sauf qu'il y a une phase initiale en injectable et relais par voie orale. Or là, c'est énorme. Le linezolide, 12 mois injectable, c'est énorme. Ou l'imipénem, ou voilà. Et puis c'est coûteux et c'est coûteux. Il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Ce sont des patients particuliers, immunodéprimés. Imagine, vous le savez tous, imaginez avec moi un patient transplanté d'organes. Ce sont vraiment des patients qui finalement passent leur vie dans les hôpitaux, les greffés de moelle, etc. Donc effectivement, c'est le prix à payer pour le maintenir en vie. Vous avez vu la mortalité qui est quand même très importante. Alors, et ils insistent sur la durée de traitement pour deux choses. Parce qu'ils ont prouvé que quand une durée de traitement est insuffisante, on a la rechute sur les formes sévères et la forme cérébrale est tout simplement catastrophique. Il y a eu une seule étude, je l'ai juste mis, ce sont des cardiologues, enfin ce sont un centre de chirurgie cardiovasculaire qui ont essayé un traitement de 3 à 4 mois avec une surveillance stricte chez des patients transplantés cardiaques et qui proposent d'alléger la durée de traitement. Mais là aussi, c'est une petite série de quelques patients avec un petit recul, on ne peut pas juger sur ça. Mais franchement, il n'y a pas. C'est vraiment des Docteur Stouli, ensuite professeur Barkhida. D'accord. Moi, je voulais juste faire un complément. C'est-à-dire, il n'y a pas que la bactériologie, hein. Il y a la PCR maintenant. Et je pense qu'il suffit juste qu'on se mette d'accord, parce qu'avec la PCR, il suffit d'avoir la sonde, et notamment, il y a maintenant ce qu'on appelle les multiplex. Ils cherchent les virus, ils cherchent les mycobactéries, ben, ils peuvent très bien chercher également les mycobactéries atypiques, pas forcément la bactério. Alors la PCR, je l'ai montré, hein, ça a donné, en matière de nocardiose, déjà ça a vraiment changé énormément de choses, tant sur le plan diagnostic, tant sur le plan d'identification de l'espèce, mais également de la sensibilité du profil de résistance. Donc en matière de nocardiome, aujourd'hui, c'est la PCR qui prime au-delà de la culture et de l'examen direct, d'accord? Alors là, je pense que ce que tu cibles plutôt les mycobactéries non tuberculeuses, si j'ai bien compris, à Dr. Stouli. Il n'y a pas de sonde pour les
mycobactéries atypiques, je pense, mais je vais me renseigner. En tout cas, dans ce que j'ai lu et j'ai vu, c'est-à-dire qu'on parle toujours d'examen direct et de culture. Merci Monia pour ta présentation. Bon, je pense qu'il ne faut pas en rougir pour le problème de la détection des mycobactéries non tuberculeuses. Pour toute la France, il y a un centre. Et pour toute la France, il y a actuellement une personne qui est Claire André-Jacques, que tu connais, qui s'est déplacée de Paris à Reims. Donc je suppose que pour le moment, vu l'investissement qu'il y a, c'est difficile de mettre en place un centre de référence de mycobactéries non tuberculeuses. Cependant, comme on a discuté, dans les 20 ans à venir, ça va être un problème pour nous. Et pour cela, je pense que je rejoins ce que dit un peu Rafif, il faudrait qu'on se prépare à avoir des centres de référence, un par pays du Maghreb, pour pouvoir les identifier. Sinon, on sera très en retard parce qu'ils ont des médicaments qui sont tout à fait différents des mycobactéries hominis. Quant à la PCR, je dis à Souli, actuellement, il n'y a pas de centre de détection parce que leur détection se fait autrement que par la PCR. Il faudrait attendre un certain temps pour que nous puissions avoir la polymérase chaîne réaction pour pouvoir les détecter. Professeur Bakhatar. Alors, pour la mycobactériose atypique, je rejoins ce qu'il a dit professeur Afif. Malheureusement, on n'a pas de cas ici. J'étais en France en l'an 2000 pour un stage et à peine arrivé, je trouve un cas. Et chez nous, malheureusement, on n'arrive pas. D'ailleurs, il est publié avec Dr Dotzenbach, qui était à l'époque encore assistant. Et concernant chez nous, on dit que peut-être les cas qu'on a avec, quand on cherche dans l'aspiration bronchique ou dans l'expectoration, et on retrouve BK négatif avec un gène expert positif, là aussi, ça peut orienter vers les mycobactérioses atypiques. Tu l'as bien souligné. C'est pas la même PCR. C'est-à-dire, tout à fait. Maintenant, ma question, la mycobactériose négative et BK direct positif et gène expert négatif. Merci de me corriger. Ça se voit que je vous. Alors, deuxième chose concernant l'actinomycose. Je te remercie énormément parce que tu l'as bien souligné. Moi, j'ai 2 cas maintenant. J'ai acheminé le prélèvement au bon moment. J'ai averti et la NAPAT et le laboratoire. Et dans les 2 cas, ils m'appellent pour me dire c'est positif. C'est très important d'acheminer l'examen. Le bon état général, l'évolution lente, le fait qu'il a pris plein d'antibiotiques et l'image, il est toujours là. Et même, j'ai des lésions endobronchiques. C'est un cas que je peux par la suite vous confier pour publication. Et je pense que c'est très intéressant ce que tu as dit. Maintenant, le traitement, je l'ai mis sous cycline parce qu'il est allergique à la pénicilline et j'ai une bonne évolution. Quelque chose de formidable, c'est qu'on oublie d'examiner la bouche de ces malades. Plein de caries, ces malades-là. Et quand ils font les extractions dentaires, la prévention, ils guérissent. Merci beaucoup, professeur Serraj, pour votre excellente présentation et merci d'avoir abordé le sujet des mycobactérioses atypiques. Tu marques. Donc, nous, les médecins des CDTMR, on a contact avec les mycobactérioses en général. Et le profil du patient chez qui on pense à la mycobactériose atypique, ce sont des malades chroniques, classés chroniques à l'époque, sont des malades qui font plus de rechutes, beaucoup de rechutes, avec des BKD qui se négativaient puis se repositivaient. Donc, on discute les dossiers et on demande le phénotypage du mycobacterium à l'Institut Pasteur généralement ou à l'INH. Et parfois, on a la réponse. Moi, dans ma pratique j'en ai eu un seul cas. C'était un malade vraiment qui a traîné qui a des dizaines d'années et il se traitait à plusieurs reprises pour tuberculose pulmonaire. Et en fin de compte, on a le résultat d'une mycobactérie atypique. Et il a bénéficié d'un traitement de 12 mois après la négativation. Et alhamdoulilah, il a échappé belle. Donc, merci d'avoir abordé le sujet. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Maintenant, je voudrais juste attirer votre attention. C'est cette forme qui me paraît assez particulière, atypique. C'est la forme avec la DDB du Lognonia. C'est des femmes qu'on voit fréquemment. Mais est-ce qu'on cherche des mycobactéries non tuberculeuses? Je ne pense pas. Et c'est une forme qui est largement décrite dans beaucoup d'articles. La lady Oscar Wilde, bref. Mais dans tous les cas de figure,
des débits du lobe moyen et des débits de la lamula en saisie. C'est moment. Bon, et l'histoplasmose, bien qu'il est américaine, est-ce qu'elle fait partie des germes à développement Alors, non. c'est bactérien que j'ai cherché. Non, champignon. Hein. Voilà, donc voilà, je me suis... Germe. J'ai précisé sur la première diapositive que je ne vais traiter que les bactéries. Sinon, on aurait pu rester là au CEDAFIF, on aurait dû me donner 1h30 de topo pour faire les germes à croissance lente. Il y a également le Cryptococcus, il y a également l'Aspergillus dans sa forme chronique, il y a le Cystidati qui est à croissance lente. Donc vraiment, ça aurait fait quelque chose d'énorme. J'ai une petite question. Est-ce que vous faites au service le fibrolavage protégé 48 heures après avoir arrêté le traitement? Suspicion de résistance ou échec, vous arrêtez 48 heures, puis après, vous faites le fibrolavage protégé. Ça dépend vraiment du contexte, effectivement. On a eu à un certain moment des cas où on avait, le plus récent dont je me rappelle, pour ne pas dire de bêtises, un patient qui était rentré dans un tableau infectieux, mais vraiment infectieux, avec un traitement, mais qui a continué à faire une fièvre, mais vraiment une fièvre très importante, 42 fièvres, etc. Il était sous 3 antibiotiques et on ne comprenait pas pourquoi il faisait cette fièvre. Alors vous allez me donner votre avis et on a fait ce qu'on appelle un test thérapeutique. Est-ce que c'est une fièvre aux antibiotiques? Est-ce que c'est une fièvre parce qu'on n'avait pas réussi à isoler de germes? Donc effectivement, on fait une fenêtre thérapeutique et puis on fait des explorations, des recherches bactériologiques après. Effectivement, ça nous arrive. Protégé par fibroscopie, idéalement. On fait pas de lavage protégé, nous. Hein. Pour faire le lavage protégé, il faut que le malade soit intubé, qu'on soit en réa. C'est le malade de réa, ça? Non, il a parlé du service. Non, par fibroscopie. Il y avait le... C'est différent. Le prélèvement distal protégé est différent du lavage. Les PDP, les prélèvements, quand on veut les protéger, entre guillemets, c'est par fibro, en fait. C'est ce qu'on fait pour aller jusqu'en distalité. Mais tout ce qui est prélèvement disto-protégé, c'est des malades de réa. Oui, c'est la sonde d'intubation, une autre sonde à l'intérieur, et puis on protège et on sort. Mais non, je parle par fibroscopie. Parce que fibroscopie, bon, on rentre et on aspire. Hein, donc, non, il y a une sonde qu'on fait rentrer à l'intérieur. Moi, je le faisais à un certain moment. On rentre à l'intérieur, mais il faut un laboratoire qui soit averti, qui est bien. Et tu coupes la partie et tu l'amènes au laboratoire. Oui. Bon, merci Madame Serraj pour votre communication brillante. Donc, je clôture cette brillante session. Et j'ai une suggestion au comité, au bureau de l'ASMMR. Vous voyez que c'était une très belle session sur l'infectiologie. Qu'on refait une autre session la prochaine fois, si c'est possible, sur l'infectiologie. On le fait chaque année. Hein. Voilà, on continuera toujours. Bon, je profite aussi que j'ai encore le micro pour vous rappeler notre manifestation de la presse, l'association de pneumologues de la région du Sud, Agadir, qui aura lieu le 23 et le 24 juin prochain. Cette 9e journée va clôturer la chaîne de formation post-universitaire continue qu'on a connue maintenant depuis le mois d'octobre. Presque tous les 3 semaines, il faut se déplacer et travailler. J'ai des chapeaux aux organisateurs et des intervenants qu'on les a fait travailler. Bon, vous êtes les bienvenus. On vous a préparé un programme, un bon programme, mais allégé pour qu'on finisse l'année en beauté et en convivialité au bord de la mer. Et à très bientôt. Merci. Et avant de céder la parole à Monsieur le professeur, je tiens à le remercier au nom de tous les modérateurs, à remercier notre président, Monsieur le professeur Moulay Hicham, à remercier à travers lui tout le bureau de l'ASMMR. Et je salue leur travail, leur courage, parce que je sais qu'ils sont tous appelés partout au Maroc et qu'ils ont travaillé cette année plus qu'avant. Le Covid, ils ont encore travaillé, même on a fait des webinaires, ils ont travaillé pendant le Covid, mais cette année, on les a fait beaucoup travailler. Merci au bureau, merci aux intervenants. Le congrès
Elle est bien réussie, alhamdoulilah, grâce au thème choisi et grâce aux intervenants. Et merci encore. Merci. C'est moi qui vous remercie en mon nom et au nom de tous les membres du bureau. Je remercie aussi les deux autres modérateurs de la session, Simomen et Mjloun. Je remercie bien sûr tous les conférenciers qui ont bien travaillé pour ce congrès, qui ont haussé le niveau scientifique de ce congrès. Et puis je remercie toute l'assistance et vous avez été très patients et je vois que... نزيدوا شي حاجة ولا بركة؟ Je pense que كنا عندنا شي حاجة أخرى غتجلسوا مازال. En tout cas, donc merci à tous et on vous dit à tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas encore pris vos tickets de dîner de gala, donc ils sont à votre disposition au niveau du secrétariat. Et on se retrouve à partir de 20h30, Inch'Allah, pour notre dîner d'amitié. À tout à l'heure.